Mon avocat me téléphone pour me dire « Richard, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ». Et d'un coup, il me dit « On a retrouvé le meurtrier de Chantal ». J'étais submergé, quoi, en fait. Hein. Submergé d'apprendre cette nouvelle. Non, j'y croyais plus. Hein. Je pensais que c'était fini 19 ans après, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. On les appelle les cold cases, des affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Ce sont ces dossiers qu'Au bout de l'enquête vous propose d'ouvrir chaque samedi après-midi sur France 2 en compagnie du professeur de criminologie Alain Bauer. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui vient d'avancer de manière décisive 19 ans après les faits. Une histoire terrible, intrigante, celle d'une mère de famille de 55 ans retrouvée morte au bord d'une rivière à plus de 200 km de chez elle. C'est un jour d'été, elle monte dans un train à Marseille pour se rendre à un entretien d'embauche dans une station de ski des Hautes-Alpes. Depuis, ses proches ne l'ont jamais revue vivante. C'est un film signé Lauriane Dervaux. Tout commence le 2 août 2001. Il y a cette place à gauche et le corps, il est là. Il y a un replat et comme si on pouvait garer une voiture et il est posé là, à la vue de tout le monde. Oui. Tout de suite, on comprend que c'est... À ce moment-là, d'avoir affaire à un meurtrier qui est violent et qui est dangereux. C'est pas facile de trouver un corps, une personne qui a été violentée, et c'est compliqué. Mais faut qu'on fasse notre travail, quoi. Les gendarmes, ils ratissent la scène de crime et les principales choses qu'ils découvrent, c'est évidemment le t-shirt qui recouvre le corps de la victime. C'est ensuite un gobelet en plastique retrouvé à proximité du corps. Ensuite, un mégot de cigarette. Et plus étonnant, une custode, c'est une vitre arrière de voiture. Les gendarmes comprennent aussi qu'une voiture est très certainement venue là récemment. Une trace de pneu récente est découverte. Des moulages sont faits pour
essayer d'identifier la marque des pneus du véhicule venu là quelques heures avant la découverte du corps. La première difficulté dans cette affaire, c'est d'identifier la victime. C'est une vraie difficulté pour les gendarmes. Ils ont affaire à une femme. Elle a pas de papier, elle a rien, elle a pas de sac. On sait pas qui est la personne en fait, qui est la victime. Dans le secteur, il n'y a pas de disparition inquiétante récente. Personne n'a signalé la disparition d'une femme pouvant avoir à peu près l'âge de la victime qu'ils viennent de découvrir. Elle n'a aucun signe distinctif, elle n'a pas de médaillon, elle n'a pas un pendentif qui permet de l'identifier facilement. Je ressens que je dis ça va être compliqué. On est parti pour un petit moment sur une enquête qui va devenir compliquée. Oui. Un portraitiste avait réalisé ce portrait robot, justement parce qu'on avait du mal à identifier cette personne. Et les diffusé dans la presse, et ça n'avait pas donné grand-chose. Hein. Le fait de faire un portrait robot pour les enquêteurs, c'est quelque chose d'assez banal. Ce qui est moins commun, c'est que le portrait robot soit réalisé pour identifier une victime. C'est à côté, près du corps. Ce petit papier, il mentionne la vente d'une machine à écrire. Il était tout petit en fait, et il avait été découpé dans un journal. Et c'est quelqu'un qui vend une machine à écrire. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut avoir avec cette affaire, quoi. Mais bon, il faut travailler, il faut trouver. Donc on travaille sur cette annonce. On apprend que cette annonce, elle vient d'une annonce du 13. Le 13, c'est un annonceur local de Marseille. Voilà. On n'est pas à Marseille, on est loin de Marseille. Bon, loin, on est à 2 heures de Marseille, mais qu'est-ce que cette annonce du 13 fait là ? Pour les gendarmes, la présence de cette petite annonce sur la scène de crime, c'est presque une anomalie. Ça fait tout de suite tilt dans l'esprit des enquêteurs. Ils se disent, il y a un problème. On retrouve sur une scène de crime dans la Drôme, une petite annonce d'un journal marseillais. Ça va donner une nouvelle orientation à leur enquête, ça va élargir le spectre des investigations. Donc pendant plusieurs semaines, les gendarmes de Romans-sur-Isère, ils vont donc se rendre à Marseille. Ils vont remonter le fil de cette petite annonce. On devait être 4 ou 6 à l'époque, à partir sur Marseille. On partait la semaine complète en fait pour remonter cette annonce. Les gendarmes se livrent à l'étude d'un jeu de piste, hein, puisqu'ils vont pouvoir tracer les numéros qui ont appelé la dite annonce, d'où les coups de téléphone ont été donnés, et on se rend compte que selon toute vraisemblance, la défunte a appelé l'auteur de l'annonce de la NPE à l'époque de Saint-Jérôme, à Marseille, dans le 13e arrondissement. Donc on va à Pôle emploi pour déterminer qui avait pu appeler depuis Pôle emploi sur cette annonce de la machine à écrire. Et on doit remonter, c'est à ce moment-là qu'on parvient alors à identifier la victime. C'est Chantal de Chilou de Saint-Albert. C'est un soulagement d'avoir un nom. Comme quoi avec un bout de papier on fait beaucoup de choses et qu'avec un petit indice on arrive au final à réussir à avancer. C'est ma tata. Pratiquement tous les jours, et Chantal descendait au village faire les courses aux commerçants du coin, à la boulangerie à 500 ou 600 mètres de sa maison et de chez nous, quoi, en fait. Elle était grande, cheveux châtains, elle avait des yeux clairs. C'est une belle femme. Une femme élégante, ouais. Ça, je pense que c'était chez ma grand-mère. Donc, ma maman, moi, Chantal. Elle était gentille, elle était sympa, elle était proche. Hein.
Chantal de Chilou de Saint-Albert. C'est une femme de 55 ans qui vit à Allo, c'est un petit village situé juste à côté de Marseille. Au départ, à la découverte qu'ils s'attendent à tomber sur une famille aristocratique, ce n'est finalement pas du tout le cas. C'est une femme un peu seule, qui a uniquement des relations familiales, qui ne sort pas beaucoup. On ne lui connaît pas un grand cercle d'amis. Elle avait une vie simple, vivait très modestement avec sa maman. C'est une femme qui n'a pas une vie très facile à ce moment-là. C'est une femme qui est divorcée, qui a élevé seule son enfant, qui a 31 ans à l'époque. Au moment de sa mort, Chantal de Chilou est sans emploi. Elle avait l'habitude de vivre de petits boulots. Elle était lingère, couturière, inscrite au pôle ANPE à l'époque de manière assez régulière. Elle suivait des formations. C'est juste une femme assez précaire qui galère et qui enchaîne les petits boulots. Début septembre, c'est là que la gendarmerie de Grenoble contacte mes parents. Il leur explique donc la situation, ce qui s'est passé, qu'ils ont retrouvé le corps de Chantal et qu'il fallait reconnaître le corps, quoi. Son frère, lorsqu'il doit l'identifier, voit sa sœur qui avait disparu depuis quelque temps dans cet état-là. Il a même du mal, lui-même, à la reconnaître. Il s'en remet pas. L'image de sa sœur ainsi tuée, il hante. Quand mon père ressort, je l'ai vu, c'était plus le même, quoi. Il était transformé. Il n'arrivait plus à marcher, il y avait les policiers qui le portaient et tout. Quand j'ai vu mon père dans cet état, qu'il a commencé à pleurer, et moi, ça m'a fait un choc, quoi, quand même. Je ne pouvais pas s'imaginer que ça lui arrive à elle, quoi. Et après, se dire pourquoi l'a-t-on tué, quoi. Une mère au foyer, une femme sans histoire, toute simple, quoi. Elle n'est pas exubérante, plutôt réservée, introvertie, quoi. Elle s'occupait de sa maman et de son fils, quoi. Un mois s'est écoulé depuis la découverte du corps de Chantal de Chilou et le mystère reste entier. Les enquêteurs n'ont découvert qu'une seule chose, son identité, l'identité d'une femme à la vie simple, sans aspérité, rien qui puisse les mettre sur une piste. Autre énigme, pourquoi a-t-elle été découverte très loin de chez elle, en pleine nature? Les gendarmes s'attellent à un travail minutieux, reconstituer son emploi du temps dans les heures qui ont précédé sa mort. La mission des gendarmes, désormais, c'est de retracer le parcours de Chantal de Chilou. Donc, les gendarmes se livrent bien évidemment à une enquête de proximité. L'entourage familial est interrogé. Et grâce à la famille de Chantal de Chilou, ils vont apprendre qu'elle cherchait du travail et qu'elle pensait en avoir trouvé un à Vars, dans les Hautes-Alpes. Que la veille de la découverte de son corps, donc le 1er août, elle a contacté un accueil de colonie de vacances dans une station de sport d'hiver dans les Alpes, qu'elle a pris contact, que cet accueil attendait d'embaucher une lingère, qu'elle est fortement intéressée par cet emploi. Je lui avais dit à ma grand-mère qu'elle allait, et qu'elle correspondait au poste et que le directeur fallait qu'il la voie et si ça passait, elle était engagée parce qu'ils étaient vraiment embêtés, qu'ils cherchaient vraiment quelqu'un, quoi. Donc du coup, elle a pris ses 4 affaires et elle est partie. Le 1er août à 19h47, elle prend un train en gare de Marseille-Saint-Charles, un train qui doit l'emmener à Valence où elle doit prendre une correspondance à destination des Hautes-Alpes. Et Chantal de Chilou va se tromper. Elle aurait dû descendre à Valence, la gare de Valence-Ville, et elle descend finalement dans cette toute nouvelle gare de Valence-TGV, une gare flambant neuve à ce moment-là. La gare de Valence-TGV, à l'époque, il n'y a pas de correspondance. Donc elle arrive là-bas, effectivement, si elle n'a pas de taxi, si elle n'a pas de train, si elle n'a pas de bus, est-ce qu'elle a des sous pour prendre un taxi? On n'en sait rien. Comme elle vivait dans un milieu précaire, elle n'avait peut-être pas l'argent pour se payer un taxi. Donc elle a dû arriver là-bas, pas perdue, mais presque. À ce moment-là, il est 21h, le soleil se couche, elle se retrouve seule dans une gare où il n'y a
pas encore grand-chose. On est dans une gare perdue au milieu de presque nulle part, où il n'y a pas encore de commerce, il n'y a pas encore d'hôtel installé à proximité. Et elle se retrouve seule, il va falloir qu'elle trouve un endroit où dormir parce qu'il n'y a plus de train pour aller dans les Hautes-Alpes. À ce moment-là, les questions qu'on se pose, c'est savoir ce qui s'était passé. Le système de vidéosurveillance ne marche pas, ne fonctionne pas. Et finalement, les derniers témoins, les dernières personnes pensant avoir vu Chantal de Chilou, ce sont des employés qui travaillaient la nuit à proximité de la gare, sur le chantier de la gare TGV, et qui auraient échangé avec elle. 2 ouvriers vont expliquer qu'elle est venue leur parler en leur disant qu'elle était perdue et qu'elle cherchait un hôtel à proximité. Les ouvriers vont lui conseiller l'hôtel Alpes-Provence qui est signé à quelques encablures de la gare. C'est une femme isolée qui sort de la gare, seule, avec peu de bagages, si ce n'est a priori un sac assez léger, assez sommaire, et qui peut-être fait du stop pour se déplacer. Est-ce qu'elle est arrivée à cet hôtel? Est-ce qu'elle n'y est pas arrivée? Le gérant a été entendu, mais il ne se rappelle pas d'avoir vu cette femme. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le chemin de la gare et l'hôtel où elle avait prévu de se rendre. Et là se pose la question de la mauvaise rencontre. L'hypothèse d'être tombé sur quelqu'un comme ça par hasard à la sortie de la gare, elle est plus que plausible. La première piste que les enquêteurs vont décider d'explorer, c'est celle de la gare de Valence. Cette piste-là, elle est intéressante parce que c'est le dernier lieu où a été vue Chantal de Chilou. C'est un lieu, la gare de Valence, qui est encore en travaux. À ce moment-là, il y a énormément d'ouvriers. Il peut y avoir des ouvriers qui sont sur le secteur, alors je sais plus, il y en a qui devaient dormir sur le secteur ou pas, peu importe. Et voilà, c'est pour ça qu'on retravaille aussi qui est fait sur les entreprises qui travaillent sur la gare TGV et sur tous les employés qui sont passés à cette gare. Et il y en a un bon petit nombre. Alors, on va voir les entreprises, on demande la liste des employés, et puis voilà. Et on travaille sur les employés. On les entend, on les entend pas. Avez-vous vu quelque chose, pas vu quelque chose? Petit à petit, ils vont finir par retrouver toutes ces personnes présentes ce soir-là en gare de Valence TGV. Tous ces ouvriers vont être entendus, vont être auditionnés par les gendarmes, mais rien ne colle. Rien ne permet de relier ces ouvriers entendus par les enquêteurs au meurtre de Chantal de Chilou. On rame. On rame. Et ça donne rien. C'est grave, hein. Quand on se dit tout le travail abattu pour pas avancer, c'est frustrant. Depuis le début de cette enquête, les enquêteurs ils sont convaincus d'avoir affaire à quelqu'un du secteur, une mauvaise rencontre, un rôdeur. Malgré tout, à un moment, ils doivent se rendre à l'évidence. Leurs investigations poussées, elles n'ont rien donné. Et donc, ils vont commencer à s'intéresser à l'entourage de Chantal de Chilou de Saint-Albert, et notamment un personnage qui les intrigue depuis le départ. C'est le propre fils de Chantal de Chilou de Saint-Albert. Au moment de la mort de sa mère, il est incarcéré en prison au Baumettes pour une succession de petits délits, des vols, des petites histoires de stupes. Ses parents, ils avaient divorcé, du coup, il n'a pas trop connu son père. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui lui a manqué, quoi. Et il a commencé à faire quelques bêtises, quoi. Il a commis des vols, nombreux, mais c'était un peu des vols à la Arsène Lupin, presque, vous savez. Des vols de champagne, d'épicerie fine. Il a volé aussi des vêtements plutôt élégants. C'était vraiment des larcins un peu stylés. Il ne cadrait pas du tout avec le profil des délinquants que j'avais l'habitude de défendre dans le cadre des permanences pénales. Il ne peut pas avoir tué sa mère, mais les enquêteurs se demandent si l'entourage de la petite voyoucratie locale marseillaise ne peut pas avoir un rôle à jouer là-dedans. Il est convaincu
que c'est ces actions de délinquance qui ont pu entraîner la mort de sa mère. Il dira notamment, alors qu'il est entendu pour une affaire de vol, que 3 mois avant la mort de sa mère, un de ses contacts, un autre petit voyou, lui a demandé s'il avait une mère avec un ton un petit peu menaçant. Ben, il avait des doutes, hein, je veux dire, il avait peur que ça soit de sa faute, quoi, en fait. Qu'il est arrivé quelque chose à sa mère. Peut-être qu'il a fait une crasse à quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui ils se sont vengés sur sa mère. Mais assez vite, ils ont malgré tout la conviction que le mode opératoire correspond pas à la piste d'une vengeance d'un voyou. Il n'est pas un grand braqueur, il n'est pas un grand voyou. Il n'a pas de raison de s'être fait d'inimitié avec des gens prêts à tuer sa mère pour quelques centaines d'euros de dette après un vol ou une affaire de stup. Les gendarmes vont devoir trouver de nouvelles pistes, le temps passe, l'enquête n'avance pas, ils sont bloqués et ils vont décider, histoire de relancer les investigations, 1 an après les faits, de diffuser un nouvel appel à témoins dans la presse régionale. Le témoin peut toujours apporter des éléments qui font progresser l'enquête. Est-ce que quelqu'un, au début, a eu peur de parler et qu'un an après, il ait des remords et a envie de parler, on peut pas l'écarter non plus. Ils vont avoir de la chance. Ils reçoivent quelques semaines plus tard, quelques semaines après cet appel à témoins, une lettre anonyme. En vacances ici 2 ans de suite. Femme reconnue sur journal. Car, assisté à une scène de ménage rond-point Pisançon, homme ivre, voiture R19 blanche, parti sur Valence. Nous garderons l'anonymat. C'est un témoignage qui va être très intéressant pour les gendarmes parce qu'il va rappeler aux gendarmes une pièce à conviction qu'ils avaient saisie à l'époque sur la scène de crime, qui était une custode, donc une vitre arrière d'un véhicule. Ce véhicule, c'est pas une R19, mais il s'avère qu'après des investigations assez poussées, les gendarmes arrivent à établir qu'il s'agit d'une R21. C'est une voiture qui ressemble un petit peu à la R19. Ça leur permet de confirmer que ce qu'ils ont trouvé sur la scène de crime est très certainement lié au meurtre. Le fait qu'un témoin assure avoir vu une R19, que eux, sur la scène de crime, aient trouvé une pièce d'une auto qui est une R21, pour eux, c'est pas un hasard. La personne a très certainement confondu les 2 voitures, mais cette voiture semble avoir effectivement un lien avec le crime. Et là, des vérifications sur toutes les R21 du secteur sont faites. On va voir les gens, on va voir la voiture, on va voir leur custode. Il y en a à Haillon, pas à Haillon, coffre, pas coffre, break, pas break. Quand vous vérifiez les R21, vous envoyez à tous les coins de rue en fait. Hop, il y en a un là, une là. On voit qu'il y en a de partout en fait. C'est compliqué. On n'a pas fini. Hein. Parce que pour vérifier, j'ai un nombre considérable de R21. Ça prend du temps. Il y en a qui ont été vendus, les cartes grises ne sont pas à jour, le fichier n'est pas à jour. Donc non, moi la R21 je l'ai vendu, ça fait 6 mois, l'autre il n'a pas fait la carte grise, l'autre il n'a pas envoyé les certificats de cession. Donc après il faut aller chercher le nouveau propriétaire. On coche, tous les jours on coche une voiture, 2 voitures, 3 voitures, on rentre le soir, celles-là sont toutes faites. Celles-là on écarte, celles-là à vérifier plus tard. Puis on avance comme ça. C'est un boulot titanesque. Et forcément, on a espoir, quand on est enquêteur, à un moment que ça aboutisse. Et là, encore une fois, comme après le gros travail qu'ils avaient fait sur les ouvriers de la gare, c'est une impasse. On n'avance pas. Il manque le petit truc qui... Puis ça reste un homicide, quoi. Ça veut dire qu'il y a un mec dans la nature qui traîne, qui fait... En toute impunité, c'est pas normal. Le meurtrier court encore, et qu'on ne sait pas de quoi il est capable. Je veux dire, s'il va continuer, si c'est un meurtrier en série, si c'est je veux dire, on ne sait pas, quoi. L'enquête, malgré
le nombre de PV important, malgré les heures passées par la section de recherche, ne donne strictement rien. Je vois la famille, je reçois la famille, et régulièrement, je dois dire, il n'y a rien de neuf. Ah, c'est lourd, hein. C'est lourd à porter, quoi. C'est pas facile à vivre tous les jours. Ah, c'est vrai qu'au début, on se dit, on va vite retrouver quelqu'un, une trace, un témoin, ou quelque chose, un indice, et puis on fait pas grand-chose. Rien. Nous sommes maintenant en 2004. Cela fait déjà 3 ans que les gendarmes s'activent sans résultat. Les recherches sur les dizaines d'ouvriers du chantier de la gare, sur les centaines de propriétaires de Renault 21 n'ont rien donné. Alors les enquêteurs vont se concentrer sur la scène de crime, un endroit sauvage, au bord de l'Isère, très peu fréquenté, sauf par les chasseurs. Il y a beaucoup de chasseurs qui ont été prélevés sur le secteur. Là. Je connais un peu du monde sur le secteur. Il me dit ouais, j'ai été prélevé à l'ADN, c'est quoi pourquoi? Je dis écoute, t'as été prélevé, ils t'ont dû expliquer pourquoi. Hein. Si cette opération elle est lancée par les gendarmes, c'est qu'en 2001, sur la scène de crime, ils ont découvert plusieurs objets intéressants, dont un mégot et un gobelet en plastique. Et ce mégot et ce gobelet, ils ont été analysés. Et ça leur a permis d'extraire 2 ADN masculins, des ADN qui ne matchent pas dans le fichier national des empreintes génétiques. Et lors des tests massifs auprès de la population locale, l'ADN prélevé auprès de ces dernières est comparé naturellement avec les ADN retrouvés sur la scène de crime. Et ça ne donne rien. Aucun des ADN ne correspond. Ça a été un apaisement, un soulagement aussi, oui. Grâce à ces tests, en effet, notamment le monde de la chasse, l'environnement proche a été, je veux dire, blanchi, hein, et c'était important. Les gendarmes, au bout d'un moment, ils doivent se rendre à l'évidence. Ils ont exploré, pense-t-il alors, toutes les pistes menant à la mort de Chantal de Chilou de Saint-Albert. On est désormais 9 ans après le crime, en 2010, et les gendarmes ils concluent leur enquête en disant que malheureusement, ils n'ont pas pu identifier le meurtrier de Chantal de Chilou de Saint-Albert. La justice suivra 2 ans plus tard en rendant une ordonnance de non-lieu. C'est une seconde drame. C'est vrai que ça a mis un choc à tout le monde, quoi. On se dit, ça y est, c'est la fin, on ne saura jamais. Ça a été un meurtre parfait. On ne retrouvera jamais l'assassin et il s'en sort bien. On se dit, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'un meurtre pareil, on classe l'histoire, quoi. On n'est pas quelqu'un dessus et continue à chercher. Je pense qu'on ne saura jamais, que enfin, ça restera sans réponse et que le meurtre de Chantal ne sera jamais élucidé, quoi. Elle pourra pas reposer en paix, quoi. Elle ne trouvera pas le repos et je veux dire, nous c'est pareil, hein, on ne peut pas faire notre deuil, quoi. C'est de la colère, c'est de la souffrance, on appelle l'avocat, il me dit mais
Monsieur de Chilou, c'est comme ça, au bout de 10 ans, les affaires, elles sont classées. Ça veut pas dire qu'il s'est fermé, mais elles sont mises sur le côté, quoi. Voilà. Ce non-lieu en tant que technicien du droit, on peut comprendre, c'est un événement compliqué et douloureux à appréhender pour la famille. Patrice de Chilou refuse d'admettre qu'on ne trouvera pas l'assassin de sa sœur. Ça l'a traumatisé. Elle est partie en dépression sévère. Elle est devenue anorexique. Je veux dire, elle ne mangeait plus, elle ne faisait plus rien. Elle a perdu l'appétit, elle a perdu tout. Elle a perdu le goût de la vie. Les dernières années de la vie de Patrice de Chilou ont été marquées par ce crime non résolu. Et il est mort en emportant ces questions avec lui. Son plus grand désespoir, c'était de partir et de ne pas savoir la vérité, de ne pas savoir ce qui était arrivé à sa sœur. C'est le plus dur. C'est le plus dur parce que ça a brisé une famille, quoi, en fait. Ce soir, ils ne sont plus dans l'ignorance, mais ce soir, ils savent que leur fille est morte, qu'elle a été tuée. Le corps de la petite Maëlys a été retrouvé à l'endroit indiqué par Nordal Lelandais. Le principal suspect a reconnu avoir tué la petite fille sans préciser dans quelles circonstances. C'est la grande surprise de cette enquête. Elle va être relancée par l'arrestation de Nordal Lelandais, le meurtrier présumé de la petite Maëlys assassinée en 2017. Une affaire très médiatisée. Mais Alain, quel est le rapport avec la mort de Chantal de Chilou en 2001 ? D'abord parce que les gendarmes vont se demander si avec Nordal Lelandais, il n'aurait pas un serial killer, un tueur en série. Et ils vont commencer à rechercher un certain nombre de faits qui se seraient déroulés dans les zones où Lelandais se serait promené, aurait été vu, identifié, repéré, notamment grâce au bornage téléphonique ou à l'usage de son véhicule. Et ils vont trouver une première affaire à peu près à la même période, en avril 17, dans la même région, la disparition et l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Et Lelandais va avouer ce deuxième crime, toujours en minimisant les faits. C'est toujours un accident, c'est jamais de sa faute, mais il reconnaît les faits. Et du coup, les gendarmes vont se dire, oula, on va regarder partout où il aurait pu être. 26 départements, 900 affaires. Ils créent donc une cellule, la cellule Ariane, le fil d'Ariane, et ils vont commencer à investiguer ces affaires. Ils vont supprimer les affaires où vraiment il n'aurait pas pu être, où il peut pas être à deux endroits au même moment, où c'est trop loin. Une affaire où il aurait pu être trop jeune, ce qui est le cas supposé de l'affaire Chiou, et peu à peu, cette cellule va sortir 900, puis 40 affaires, puis en laisser un certain nombre vivantes, d'autres vont être mises de côté. Donc, dans cette affaire, Nordal Lelandais est mis hors de cause. Néanmoins, ça va permettre à l'enquête de repartir et le dossier se retrouve entre les mains d'un nouveau département créé par la gendarmerie en 2020. Oui, la gendarmerie, qui a déjà mis en place des profileurs-profileuses, va se décider à lancer un outil qui va être la cellule Ariane, mais pour la France entière et pour de très nombreuses affaires non classées, dont certaines qui n'avaient pas été poursuivies par la cellule Ariane. Et on va voir arriver un département cold case, une division cold case, qui va regrouper les meilleurs spécialistes de la criminalistique, de l'autopsie, des méthodes de technologie, de la psychologie, pour suivre et rechercher tous ces éléments et notamment des affaires qui pourraient être attribuées à des tueurs en série qu'on n'a pas encore totalement identifiées, et donc des affaires qui restent vivantes, comme l'affaire Chiou. Et dans l'affaire Chiou, ce sont les spécialistes de l'analyse ADN qui vont être à l'origine d'une découverte majeure. Quand le plateau d'investigation Cold Case commence à s'intéresser à une affaire, ce qu'ils font systématiquement, c'est reprendre tout à zéro. Et l'une des premières choses à faire, c'est de vérifier les scellés. Et donc là, ils se rendent compte, les enquêteurs, qu'ils ont plutôt de la chance,
puisque les scellés ont été bien conservés et la technologie, la science a progressé, ce qui va permettre peut-être d'avoir une analyse plus fine et une lecture meilleure des profils ADN. En fait, les scellés clés de cette affaire, c'est le fameux t-shirt qui avait été trouvé sur le corps de Chantal de Chilou, le gobelet et le mégot de cigarette. Ces 3 éléments-là vont être envoyés à l'analyse pour être étudiés, pour être décortiqués. Des laboratoires d'analyse qui vont parvenir à extraire un ADN de meilleure qualité que celui qui avait été extrait dans les prémices de l'enquête. Il est comparé au fichier national des empreintes génétiques et là, coup de chance, ça va matcher. Enfin, ils arrivent à mettre un nom sur un suspect. C'est un soulagement, oui. C'est bien, c'est très très bien. Ouais, j'ai un ou deux qui m'ont envoyé des textos, t'as vu, ils ont retrouvé. Ça fait plaisir, ouais, c'est bien. Comme quoi, tout arrive un jour. Mon avocat me téléphone pour me dire « Richard, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ». Et d'un coup, il me dit « On a retrouvé le meurtrier de Chantal ». Alors là, j'étais submergé, quoi, en fait. Hein. Submergé d'apprendre cette nouvelle. Il ne s'attendait pas forcément à mon appel, il ne s'attendait pas forcément à la teneur de mon appel. Et il a fallu que cette information le pénètre et qu'il la digère. J'y croyais plus, hein. Je pensais que c'était fini 19 ans après, quoi. C'est dingue. C'est dingue. J'ai pensé à Chantal, j'ai pensé à mon père. Voilà. J'ai dit à mon père, j'ai dit à tout le monde. À ma grand-mère et tout. Ouais. J'aurais dit qu'on a retrouvé le meurtrier de Chantal. J'espère. Ouais, je pense qu'ils m'ont entendu. Tous les matins, vers 7h du matin, boire mon petit café au Café du Bourg. Et là, j'apprends qu'il y a eu une grosse descente, comme on dit, de gendarmes et qu'il y a eu une arrestation. Tout le monde en parlait, quoi, autour. Mais les gens ne savaient pas forcément ce qui se passait. Le suspect est interpellé à son domicile le 3 juin 2020 à 6h du matin. Il est placé en garde à vue et débute une longue garde à vue pour lui. C'est un homme qui a 55 ans, qui avait 36 ans donc au moment des faits. Il vit à Pannes, on est très loin de la Drôme. C'est un homme qui a une vie tout à fait normale, qui travaille. Il est ouvrier sur des chantiers de charpente métallique. C'est un ouvrier spécialisé qui vit avec une femme dans le Loiret. Il a une petite fille de 8 ans. Ce n'est pas un homme qui se cache, ce n'est pas un homme qui est en fuite. Pour moi, c'est un homme qui ne faisait pas parler de lui. Hein. Enfin, il ne se fait pas remarquer. J'ai jamais entendu parler de bagarres ou de choses, ou coups, blessures, etc. sur quiconque. Derrière cette apparence de père de famille rangé, les enquêteurs vont découvrir une personnalité un petit peu plus trouble. Ils vont découvrir que leur suspect a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des violences conjugales. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fiché au fichier national des empreintes génétiques. Moi, j'ai lu les articles, je vous avoue, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il a pas pu faire ça. C'est une personne avec la main sur le cœur, qui pouvait toujours aider quand il pouvait, qui était volontaire à chaque épreuve qu'il y avait à surmonter quand même. Hein. Donc ça a été quand même une épaule droite avec qui on pouvait se reposer quand même. Hein. Oui, il avait la main sur le cœur, il était gentil, il aimait ses neveux nièces, ça c'est sûr, ça, je n'en démords pas, il nous aimait. Il nous aime toujours, je pense, mais c'était quand même quelqu'un, pour moi, de mon point de vue, c'était quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui buvait énormément. Dès qu'il avait un verre dans le nez,
Il avait le visage méchant, le regard noir, des paroles blessantes, même qui faisaient peur. Moi, personnellement, quand on était en soirée, il a déjà dit qu'il avait déjà tué. Mais vu qu'il avait bu et que pour moi, c'était un menteur, un fouteur de merde, entre guillemets, pour moi, c'était pas vrai. Il a jamais été violent envers nous. Mais je sais qu'il était violent avec ses conjointes. Sa propre sœur dira que pour lui, les femmes sont un punching ball. Ça établit la dangerosité potentielle de cet homme-là. Et surtout, il n'a déménagé qu'en 2011 dans le Loiret, et durant toute sa jeunesse et durant pratiquement toute sa vie, il a vécu dans la Drôme, à proximité de Romans-sur-Isère. L'autre élément, c'est sa voiture. À l'époque des faits, il conduisait une Renault 21. Pour les enquêteurs, c'est presque une confirmation. Malheureusement pour eux, assez vite après le crime, le suspect avait vendu sa voiture. Donc quand ils ont fait le listing des Renault 21 de la région, les gendarmes n'ont pas retrouvé son véhicule. En garde à vue, les enquêteurs lui présentent les éléments, lui expliquent pourquoi il est en garde à vue. Assez vite, il va reconnaître une forme d'implication. Il dit qu'il a joué un rôle dans la mort de Chantal de Chilou. Il ne dit pas clairement qu'il l'a tué, mais il ne dit pas non plus qu'il est innocent. Le suspect est ensuite transféré, présenté à un juge d'instruction de Valence, mais il est mis en examen pour homicide volontaire. Un mois plus tard, il revient sur une partie de ses aveux, dit qu'il a été mis sous pression par les gendarmes et qu'il n'est pas responsable de la mort de Chantal de Chilou, même s'il reconnaît bien l'avoir rencontrée ce soir du 1er août 2001. Il raconte qu'il est ce soir-là attablé dans un bar de Bourg-de-Péage, à côté de Romans-sur-Isère. Il boit une bière, explique-t-il. Quand Chantal de Chilou passe devant lui avec sa valise, il l'aborde, il lui demande si elle veut boire un verre avec lui. Ils passent la soirée ensemble, ils boivent quelques verres dans ce bar. Elle ne boit pas d'alcool, précise-t-il, elle boit un sirop de menthe. Ils décident ensuite d'aller finir la soirée au bord d'un lac dans la banlieue de Romans-sur-Isère. Il explique que tout s'est bien passé, qu'ils ont eu une relation sexuelle consentie et qu'ensuite ils se sont séparés. Sur les circonstances, sur les motivations, sur le mobile, sur ce qui a pu accompagner ou pas la mort. Toutes ces questions qui ne trouvent aucune réponse à ce stade. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, au-delà du trajet de Chantal de Chilou, au-delà de cette dernière soirée. Une des principales zones d'ombre qui affleurent, c'est l'éventuelle présence d'un second homme ce soir-là. C'est évidemment en raison des premiers résultats ADN qui sont intervenus dans cette enquête et de la découverte d'un second ADN masculin. Est-ce qu'il n'était pas seul à ce moment-là ? À la lecture de cet interrogatoire, en tout cas, on sent que la juge se le demande. Cet homme, il est actuellement incarcéré à la prison de Valence dans l'attente d'un éventuel procès. J'attends un procès qu'il puisse reposer maintenant en paix, on va savoir ce qui s'est passé, quoi. Et qu'il puisse retrouver le repos. Pour moi, pour la mémoire de mon père, pour tout le monde, quoi.
Et on est là pour ça, on va rien lâcher. Pour aller jusqu'au bout et pour connaître la vérité. Dans cette affaire, le suspect s'est rétracté. Il est revenu sur ses aveux. Nous avons cherché à interroger son avocat, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Dans l'attente d'un procès, cet homme reste présumé innocent, d'autant plus que demeure cette question très importante, à qui appartient l'autre ADN masculin retrouvé sur la scène de crime? Cette personne pourrait-elle avoir commis le meurtre? Cela pourrait disculper l'actuel suspect.